Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. D'abord, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quels sont les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Quelques questions que se pose la famille tout écran par notre partenaire Le Clémy, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? On va parler de la toute nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI, Sora. Et bien justement, l'intelligence artificielle, c'est au programme aussi de nos sujets du jour. D'abord, des caméras, des algorithmes et des arrestations. Au Royaume-Uni, la reconnaissance faciale en temps réel est devenue une arme clé contre le crime. Avec 540 arrestations en 2024, elle semble efficace, mais elle soulève aussi des inquiétudes majeures. Vie privée, erreurs d'identification et surveillance de masse. Cette technologie est-elle un remède ou un risque? Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler aussi de deux autres sujets. D'abord, la révolution de l'intelligence artificielle et du doublage sur YouTube, déjà testé par quelques chaînes. Cet outil est désormais déployé à grande échelle pour permettre aux vidéos de franchir la barrière des langues, mais à quel prix? Et puis la PlayStation, elle fête ses 30 ans aussi. On va voir comment la PS1 de Sony a révolutionné le monde du jeu vidéo avec notre invité toujours, Alexandre Azria. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Ça va? Ça va et vous? Vous êtes toujours le fondateur du Croissant AI et expert en technologie et intelligence artificielle. On en parle tous les trois dans un instant, juste après le focus. Focus d'abord sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des familles avec notre partenaire Le Clémy et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Alors Juliette, ce petit tatouage que tu vas te faire dans le bas du dos, ça avance? Quoi? Mais comment tu sais? Parce que je suis devenue médium. Je vois une boutique. Tattoo Center à côté de la pharmacie. Je suis fichue. Peut-être qu'il pourra me dire si Télévision est amoureuse de moi. Non mais c'est incroyable ce nouveau don. Tu vois quoi d'autre? Sur papa contre quelques frites. Bien sûr mon amour. Je vois papa qui veut acheter une table de poker et transformer le garage en casino pour ses copains. Mais il bluffe! T'es trop fort, mon grand frère. Tu vois quoi sur moi? Eh bien, je vois rien. Car tu vas pas sur Internet. Hein? À chaque fois que l'un de vous va chercher un truc sur Internet, moi, quand je passe derrière, je me retrouve avec plein de pubs. Il a pas tort. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous voulez savoir pour maman? Oui. Contre un dessert au chocolat. Oubliez pas que moi aussi j'ai un super pouvoir. Celui de vous faire de la soupe pendant 15 jours. Voilà. Après avoir fait une recherche sur Internet ou une commande en ligne, vous pouvez vous retrouver submergé par de la publicité ciblée. Cette technique consiste à personnaliser les contenus en fonction de vos goûts et vos centres d'intérêt. Quelques conseils pour éviter d'être submergé par de la publicité ciblée. Supprimer ses cookies Se mettre en navigation privée. et bien déconnecter ses assistants vocaux sur son téléphone. Alors, voyons voir ce qui se trame dans cette famille. Vous voulez envoyer vos enfants dans un super camp de vacances? Choisissez le camp militaire de réveil à 5h du matin. Allez, on passe à notre tour du monde de l'actualité technologique avec d'abord plus de 500 personnes interpellées grâce à une reconnaissance faciale en temps réel, une technologie qui, au Royaume-Uni, est présentée comme un outil révolutionnaire pour lutter contre la criminalité. Mais elle divise aussi entre efficacité prouvée et dérives potentielles. La reconnaissance faciale pose bien sûr des questions sur notre société. Faut-il accepter, par exemple, une surveillance accrue pour plus de sécurité ou est-ce que ce progrès technologique constitue une menace pour nos libertés individuelles? On va en parler justement avec nos experts dans la première partie du talk. Et donc pour cette première partie, la police de Londres, effectivement, Lisa, qui utilise des caméras pour scanner les visages en temps réel et les comparer à une base de données de suspects. Cette méthode est présentée aujourd'hui comme une approche précise pour lutter contre la criminalité. Comment fonctionne exactement cette technologie de reconnaissance faciale en temps réel dans le cadre de cette surveillance urbaine qu'a lancée Londres? Eh bien déjà ça part de caméras connectées à un algorithme d'intelligence artificielle qui va donc analyser les traits du visage, donc par exemple la distance entre les yeux, la forme du nez, la forme de la bouche, et ces traits vont être en fait transformés, si vous voulez, assez simplement en fait en des données biométriques
unique, et j'insiste sur ce point, que ça soit unique, puisqu'en fait, si il n'y a pas de correspondance dans ce fameux fichier de suspect, les données des personnes qui donc n'y étaient pas sont directement supprimées, d'où le fait que ça soit des données uniques. Et donc, voilà, s'il y a une correspondance qui est trouvée avec le fichier des suspects, on a une alerte qui est donnée aux forces de police, qui, par ailleurs, se déplacent en fait dans un van, avec ces caméras connectées, ce qui leur permet d'interpeller les suspects directement en cas d'alerte. On se croirait dans un film de science-fiction, effectivement. Alexandre, merci en tout cas, Lisa, pour cette introduction. Les images sont analysées par des algorithmes aussi, donc vous l'avez expliqué, qui comparent, en fait, de ce que je comprends, les traits faciaux avec ceux de personnes recherchées. Quel est le processus exact? Quelles sont en tout cas les étapes pour qu'un visage capturé par une caméra il soit en fait associé à une personne figurant dans une liste de surveillance? Vous avez commencé à nous en parler, Lisa, mais... C'est en temps réel, donc on est obligé de faire ça rapidement. Pour permettre ou non à la police d'intervenir. Donc on a globalement 4 étapes. La capture de l'image, je vous prends en vidéo ou en photo. Une fois que j'ai fait ça, on va extraire les caractéristiques, donc comme l'a dit Lisa, la distance des yeux, la bouche, etc. Une fois que je fais ça, je fais une comparaison avec le fichier de la police. En général, on a des indications ou des portraits robots ou autres. Et après, je procède ou non à une identification et une interpellation. Bon, dans les faits, c'est bien, c'est beau et c'est très utopique tout ça, mais je trouve que on rentre de plus en plus et on met l'IA de plus en plus dans notre vie de tous les jours, et là la rajouter en plus de ça dans une interpellation policière, je trouve ça un peu dérangeant. Surtout que, comme toute technologie, la reconnaissance faciale, elle n'est pas infaillible aussi. Certaines études pointent d'ailleurs des biais, des erreurs, notamment liées à l'éclairage, à l'angle des visages aussi, ou à même des biais algorithmiques. Alors, est-ce qu'on peut se fier à 100% justement à la précision de ces systèmes? Non, et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes technologies qu'on utilise, par exemple à l'aéroport, quand on scanne son passeport et qu'on nous filme pour passer les bornes. D'accord. La douane, et en général, moi ça m'est arrivé, ça vous a dû peut-être vous arriver aussi, ça ne marche pas parfois. Alors qu'on est face à la caméra. Vous avez changé de coupe de cheveux, Alexandre, c'est pour ça. Et je me suis rasé, du coup, c'est pour ça. Mais donc, parfois même, en ayant le bon éclairage, le bon angle, en étant face à la caméra, ça marche pas. Donc, vous imaginez bien que dans la rue, ça va être de plus en plus complexe. Bien sûr. Et on le voit, il y a eu 540 arrestations, et il y a eu 400 inculpations. Donc on a quand même 100 faux positifs, en tout cas des gens qui ne sont pas fait inculper. Ça pose quand même des sacrées questions, je trouve. Ah oui, ça pose des questions, mais après, il faut quand même rappeler qu'il y a toujours cette vérification humaine derrière, et qui est de toute façon obligatoire, puisque effectivement il y a énormément de faux positifs. Et d'ailleurs, avec les biais algorithmiques, ça s'est surtout vérifié aux États-Unis. Il y a les biais algorithmiques ciblent des groupes ethniques en particulier, c'est-à-dire les personnes noires en général ont tendance à être plus facilement... il peut y avoir une erreur plus facilement sur ces groupes-là. Et donc, effectivement, il y a une vérification humaine qui est obligatoire derrière. Mais après, je partage quand même l'opinion d'Alexandre sur le sujet. C'est un petit peu dérangeant. Mais pour revenir en plus spécifiquement, parce que je viens de me rappeler effectivement de cet exemple spécifique, aux États-Unis, il y a un test qui a été effectué en 2018 qui a comparé des photos des membres du Congrès américain à un fichier de criminels. Et en fait, il s'est avéré que 28 de ces membres, dont une majorité effectivement étaient des personnes noires ou de couleur, en fait, ont été faussement identifiés comme des criminels. Donc, effectivement, on se rend compte que c'est une technologie qui n'est pas encore tout à fait au point, et donc c'est là qu'il y a l'importance d'avoir toujours un humain derrière pour vérifier. Bien sûr. Et si on rajoute à ça le fait que, en tout cas à Londres, c'est fait avec un van, ça rajoute à la stigmatisation, parce que j'imagine bien que ces vannes ne naviguent pas en plein cœur de Londres sur Oxford Street ou autre. En fait, ces vannes, pour qu'on comprenne bien, ils récupèrent les images, c'est ça, en temps réel, en fonction de là où ils se Alors positionnent. Alors que Londres a... Je crois, c'est une des villes avec le plus de CCTV, ce qu'ils appellent CCTV, ce sont des caméras fixes dans la ville. Tout à fait. Mais même en ayant autant de dispositifs technologiques à Londres, d'ailleurs c'est une des premières villes où les policiers avaient des caméras embarquées pour les arrestations. Oui. Donc ils sont quand même assez au point sur le sujet, mais et ils auraient été incapables de faire ça s'ils étaient encore dans l'Union européenne, je pense. Justement, transition toute trouvée, Alexandre, bravo. L'Union européenne, effectivement, mais en avant une approche un peu plus prudente quand même. Pourquoi le Royaume-Uni, peut-être, Lisa, adopte-t-il une stratégie légèrement différente?
Justement, hein, comme vient de le dire d'Alexandre, effectivement, ce qui leur a permis de passer le cap, c'est le Brexit, puisque jusqu'à présent, ils avaient les mêmes obligations que les restes des pays européens. Donc c'est un sujet de législation, en fait. Voilà, c'est essentiellement un sujet de législation. Et puis après, il y a quand même aussi au Royaume-Uni une tendance à se focaliser sur... une approche différente, c'est-à-dire que on va tester une technologie, voir ce qui fonctionne pas et l'adapter. Là où en Europe et en France, on va plutôt avoir tendance à rester un peu recul, à faire plein de tests avant de se lancer. Et donc effectivement, ça se passe forcément plus vite au Royaume-Uni dans ces conditions-là. Ça freine l'innovation aussi. Quand on regarde un petit peu, effectivement, on parle de l'Europe, mais si on va encore plus loin, certains pays comme la Chine sont pionniers, là pour le coup, dans l'usage massif de cette technologie. Tandis que d'autres, comme ici en France, on prend un peu de retard. Je sais pas, vous me faites... Non, parce qu'en Chine, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'en Chine, on a un score sur l'année en fonction de notre comportement dans les espaces publics. On peut avoir des points positifs ou négatifs. Enfin, c'est un tout autre système qui fait vraiment peur. En tout cas, je trouve. Par contre, là où ça pourrait être utile, on l'a vu... Il y a eu un sujet important, il y a eu un meurtre à New York là récemment. Tout à fait. Ça nous aurait peut-être... D'un dirigeant d'une entreprise pharmaceutique. D'un assureur, je crois. Ou d'un assureur, dans le domaine pharmaceutique. Mais oui, donc là, pour ce genre de cas, je pense que ça aurait pu aider, mais... Parce que cette intelligence artificielle, elle pourrait permettre justement de détecter des crimes quand ils ont lieu, au-delà juste de la reconnaissance faciale. Comment ça va évoluer au cours des prochaines années ? Détecter, non, parce que le van doit circuler et doit être présent au moment des faits. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, on peut s'imaginer que si la technologie fonctionne, elle pourrait être juste installée sur les caméras fixes de la ville. Et du coup, oui, là, dans ces cas-là, oui. Bon, ça devient de la surveillance globalisée. Exactement. C'est tout le problème. Donc, et c'est là que ça bloque. Et effectivement, je rejoins Alexandre là-dessus. C'est ce qui se passe en Asie et plus particulièrement en Chine, notamment avec tout ce qui avait été crédit social, mais aussi en ciblant des minorités ethniques comme les Ouïghours, par exemple, qui sont qui ont été largement traqués dans les rues et stigmatisés pour leur origine. Donc, ce qui est fou, c'est qu'à ce rythme-là, peut-être que dans 20 ans, je m'imagine, pourquoi pas porter un masque pour pas qu'on me reconnaisse dans la rue, quoi. Il existe déjà, et d'ailleurs Jeanne Dreyfus nous en avait parlé effectivement, des vêtements qui permettent de détourner en tout cas la puissance de l'intelligence artificielle. Tout ça est un peu effrayant, et d'ailleurs l'opinion publique, elle est souvent divisée sur l'équilibre entre sécurité et liberté. On pourra en faire toute une émission. En tout cas, on doit avancer. On va faire un petit tour d'abord du côté de la planète tech. La planète tech, entre images et vidéos, c'est bien sûr toujours le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités, de notre invitée Alexandre Azria et de notre chroniqueuse, bien sûr, Lisa de Bernard. Et d'ailleurs, elle a une idée derrière la tech. On passe tout de suite à votre chronique. Vous en avez peut-être entendu parler, la très attendue nouvelle intelligence artificielle générative d'OpenAI. Vous savez, c'est la maison mère de ChatGPT, a été lancée il y a quelques jours. Elle s'appelle Sora et c'est à peu de choses près tout ce que je peux vous en dire. Lisa, en revanche, vous avez tout un tas d'informations pour nous. Et oui, on va commencer par les bases, Philippine, à savoir ce que c'est que cette nouvelle IA, encore une, et oui, on en parle assez ici, pour savoir que les annonces pleuvent depuis quelques mois en matière d'intelligence artificielle. Alors Sora, c'est tout simplement le tout dernier outil d'OpenAI spécialisé dans la génération de vidéos ultra réalistes à partir de simples descriptions textuelles. Imaginez par exemple décrire une scène comme un coucher de soleil sur une plage tropicale. On en rêve. Et voir, et ben oui, voilà, on en rêve. Et donc on pourrait voir cette image prendre vie en quelques secondes. C'est ça la nouvelle promesse d'OpenAI. Ça a l'air effectivement assez formidable et ça donne envie. Alors de quel format parle-t-on? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas réaliser non plus un film entier grâce à l'intelligence artificielle. Non, pas encore. Effectivement, les utilisateurs peuvent produire pour l'instant des vidéos d'une durée maximale de 20 secondes et dans des formats grand écran, vertical ou carré, le tout dans une résolution allant jusqu'à 1080p. Et ces vidéos, est-ce qu'elles sont aussi réalistes que ce qu'on pourrait imaginer? Alors, pas encore totalement. Si ces vidéos montrent des progrès dans la génération automatisée, certaines limites apparaissent clairement. On en a trois, essentiellement. Les visages humains, il manque souvent de précision, avec des traits flous et parfois incohérents. Il y a les mouvements aussi, qui peuvent sembler artificiels ou hachés, surtout dans des séquences un peu complexes. Et puis, il y a la question, bien évidemment, de la cohérence. Certaines vidéos souffrent d'incohérence dans l'éclairage ou dans les transitions entre les scènes. Cela dit, pour des usages récréatifs, créatifs ou stylisés, ces imperfections ne sont pas forcément un obstacle. Non, c'est sûr. Pourquoi ce décalage, malgré tout, entre promesses et résultats, Lisa? Eh bien, c'est lié directement au défi technique de la vidéo. Contrairement à une image fixe, une vidéo doit maintenir, je le disais, une cohérence temporelle entre les objets, la lumière et les mouvements qui doivent être fluides et crédibles sur plusieurs secondes. Et malheureusement, Sora semble encore tâtonner sur cet aspect, ce qui explique ces imperfections. Par exemple, sur les objets qu'on va avoir dans une scène, régulièrement, on les voit disparaître quand ça change d'angle. Mais alors attention, encore une fois, tout n'est pas à jeter à la poubelle, seulement il ne faut pas s'attendre en fait à duper quelqu'un avec une vidéo Sora pour le moment. Bon, justement, à ce sujet, l'Europe a été pour l'instant exclue de ce lancement. Est-ce qu'on sait pourquoi? Eh bien, comme souvent, au cours de ces derniers mois, lorsqu'il s'agit de voir débarquer une nouvelle application, un outil ou une mise à jour, ce sont les réglementations européennes qui bloquent, notamment le RGPD. Ces règles imposent des standards très stricts, on le rappelle, en matière de protection des données, ce qui complique le déploiement de certaines technologies. Pour l'instant, Sora n'est donc disponible qu'aux États-Unis et dans certains pays. Reste à savoir si elle réussira à traverser nos frontières prochainement. Vous serez là, en tout cas, pour nous en parler, Lisa. Merci beaucoup et on lance ensemble tous les trois tout de suite la deuxième partie du talk. Et pour débuter cette deuxième partie et toujours faire ce tour du monde de l'actualité technologique, on va parler de YouTube qui annonce une fonctionnalité qui double automatiquement les vidéos en plusieurs langues, notamment pour les chaînes axées sur la connaissance, sur l'éducation. Pour nos spectateurs, Lisa, est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi consiste cette innovation? Oui, eh bien, c'est du doublage généré par intelligence artificielle pour créer des dialogues dans plusieurs langues. Ça permet une accessibilité tout à fait différente de ce qu'on a aujourd'hui avec les sous-titres. En fait, ce qui se passe, c'est que donc on analyse le contenu, on a une traduction qui est générée et puis on a ensuite une piste audio avec une voix synthétique. Voilà, c'est étendu, comme vous le disiez, à des milliers de chaînes, notamment éducatives et informatives. En revanche, le petit hic, c'est que pour l'instant, il faut absolument que le matériel de base soit de l'anglais pour pouvoir traduire sur plusieurs langues. Et à contrario, si on a par exemple une vidéo en français, pour l'instant, elle ne pourra être traduite qu'en anglais. Bon, en tout cas, YouTube propose déjà, vous l'avez dit Lisa, des sous-titres automatique. En quoi ce doublage, justement, doté et dopé à l'intelligence artificielle, améliore-t-il réellement l'expérience utilisateur? Est-ce que franchement, ça change la vie des utilisateurs ou en tout cas des créateurs de contenu, peut-être? En tout cas, pour le moment, non. Pour le moment. Mais on va y arriver parce que moi, je fais pas mal de tests sur la voix, sur la voix synthétique, etc. Aujourd'hui, on est capable, non pas à scale, donc à grande échelle, mais pour des cas d'usage un peu plus précis, on est capable de cloner des voix. Donc on peut
très bien s'imaginer que la piste audio à terme qu'on va générer va reprendre la voix du youtubeur ou de la personne interviewée. D'accord. Et là, pour le coup, ça changerait vachement les choses. On pourrait faire parler des personnages historiques, justement, quand on parle des chaînes éducatives. Ou juste un youtubeur américain pourrait faire une vidéo en français avec sa voix en français. Ouais. Ça pourrait être aussi super utile. Ouais. Donc, non, là où on va passer le step, c'est quand on sera capable aussi de générer la voix et de la caler sur le visage de la personne qui parle. On est capable de le faire, mais il y a des incohérences. Ça arrive vite, comme souvent avec l'IA. Maintenant, est-ce que ce sera available en France? En tout cas, je sais pas. Disponible pour l'instant, vous reprenez. Le RGPD. Allez, l'Europe, on prend le retard. La qualité des voix synthétiques actuelles est parfois aussi critiquée. C'est vrai. Quel développement technologique pourrait-on justement espérer au cours des prochaines années? Est-ce que c'est en cours? Alors, effectivement, YouTube a quand même reconnu que pour l'instant, c'était très sommaire ce qu'ils faisaient. On a des voix quand même avec un côté un peu robotique, ça manque d'émotion, ça manque de nuances. Et donc, ils ont annoncé qu'effectivement, ils travaillaient à ces améliorations-là. Après, honnêtement, en termes d'intelligence artificielle, le champ des possibles, il est énorme. Comme le disait Alexandre, on peut imaginer effectivement que les voix soient calquées sur celles de la voix originale. On peut imaginer effectivement plus d'émotion, que la voix soit adaptée aussi à l'environnement dans lequel la vidéo a été tournée. On peut imaginer effectivement la synchronisation labiale qui apporterait de la cohérence et du réalisme. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Après, le tout est de savoir sur quoi YouTube va se concentrer à court terme, à moyen terme et à long terme. Après, à qui appartient YouTube? Vous n'avez pas la réponse? Mais si. Un Américain? Bah oui. Un géant qui s'appelle. Ah là, je me souviens plus de son. Voilà, avec un G. Ouais, mais toujours pas. Google. Ah, je pensais que vous me parliez que vous vouliez le nom du fondateur de YouTube. Non. Pardon, bien sûr. C'est pour ça, en fait. Alphabet. Ils ont quand même vachement de moyens. Ils font beaucoup de recherches. Donc on imagine, en tout cas moi je suis obligé d'imaginer qu'ils ont une roadmap assez claire sur les 5-10 ans qui arrivent. Vu le mastodonte qu'il y a derrière, effectivement. C'est pour ça. Il n'y a pas trop de doute. Et pour l'instant, en tout cas, et c'est ce que vous disiez Lisa, YouTube cible principalement et en tout cas à court terme les chaînes éducatives. À votre avis, quels autres secteurs pourraient en bénéficier de cette... Pour l'instant, on parle juste de l'éducation, oui, c'est ça? Pour l'instant, on parle que de l'éducation, mais c'est pareil, le champ des possibles, il est énorme. Ça peut être le divertissement, ça peut être de la formation professionnelle, ça peut être du jeu vidéo, ça peut tout être. Et d'ailleurs, c'est déjà quand même étendu le doublage à d'autres secteurs. Et ça a posé de gros problèmes, notamment dans le jeu vidéo et dans le cinéma. Tout à fait. En France et ailleurs. C'est ce qu'on peut se poser effectivement comme question, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le doublage. Est-ce qu'elle représente encore une fois et de plus en plus une menace pour les comédiens de doublage qui étaient payés jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour doubler des vidéos YouTube, ou est-ce que c'est simplement une évolution plutôt naturelle de l'industrie? C'est une évolution naturelle, oui, mais est-ce que ça représente un danger aussi? Oui, c'est malheureusement les deux à la fois ici. Après, là où j'ai pas peur pour le moment, c'est que c'est des voix très robotisées, qui sont pas du tout naturelles, qui ne transmettent aucune émotion. Le doublage, c'est aussi ça, c'est des gens qui arrivent à transmettre des émotions, à nous faire passer des messages, non pas par leur voix, mais par leur jeu. Aujourd'hui, une IA n'est pas capable de faire ça. Maintenant, est-ce qu'elle sera capable de le faire à court terme? Non. À moyen terme, oui. On sera capable de cloner les voix de nos personnages favoris de jeux vidéo ou autres. Donc ça pose quand même vachement de questions. Maintenant, je fais confiance à la France, à l'Europe pour réguler tout ça. Et j'imagine que ce sera à la marge et ce sera en fonction du contenu qu'on regarde aussi. Moi, je pense beaucoup à la formation qu'on peut consommer sur Internet, sur YouTube. Moi, je me forme pas mal sur ce genre de plateforme. Et puis, ça me dérangerait pas d'avoir une voix robotisée ou moins humaine. Alors que si je vais regarder un film, forcément, ça va me poser un peu plus de soucis, c'est sûr. Je me permets juste de revenir très rapidement sur le fait que néanmoins, même si je suis d'accord sur par exemple tout ce qui va être cinéma, série, on va dire des contenus un peu haut de gamme qui demandent effectivement un jeu d'acteur, je pense que les doubleurs ont encore de beaux jours devant eux. En revanche, sur tout ce qui va être un peu plus institutionnel et qui demande donc moins d'émotion,
Là, le doublage, je pense qu'il pourra être utilisé et malheureusement, ça va discriminer une partie des doubleurs qui sont spécialisés justement sur ces sujets-là. Exactement. Et pour rebondir seconde fois aussi sur tout ce qui est régulation, il faut savoir que la France peut déjà s'inspirer des États-Unis qui commencent à réguler sur le sujet parce qu'eux, ils ont été confrontés quand même avec toutes les grèves qu'il y a eu au cours de cette année 2024 avec le cinéma et les séries. Ils ont commencé à légiférer sur le sujet, notamment en Californie qui a pris, là en septembre 2024, 2 nouvelles lois pour pouvoir légiférer sur le sujet. Ça pourrait être rapidement le cas en France. Il y a un mouvement notamment #touche pas ma VF qui milite pour protéger le doublage traditionnel. On en parlera, on continuera à en parler effectivement dans les prochaines semaines avec vous deux. D'abord, on va passer à un autre sujet. La PlayStation fête ses 30 ans, révolution du jeu vidéo. Et c'est vous qui allez commencer à nous en parler, Alexandre. Pourquoi dit-on que la PlayStation est née d'une trahison de Nintendo ? Parce que Sony et Nintendo travaillaient à l'époque ensemble dans les années 90 et ils développaient un lecteur qu'on appelle un CD-ROM pour la Super Nintendo, excusez-moi. Et donc en fait, ils avaient négocié un partenariat ensemble et Nintendo, dans leur dos, a en fait négocié un autre partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Philips, qu'on connaît tous aussi. Ouais. Et donc ça a noué quand même des bases un peu de rupture à la fois contractuelle mais aussi en termes de business et c'est ça qui a permis aussi à Sony de se lancer sur la PlayStation et de nous sortir cette PlayStation 1 qui à l'époque a fait sensation. Oui. Et puis depuis cartonne toujours autant, c'est vrai, c'est un succès absolument fou. Après la trahison Nintendo, Sony a décidé donc, vous l'avez dit, de lancer une console indépendante sans partenaire, quelque part pour se venger de Nintendo. Selon vous, Lisa, qu'est-ce qui a permis justement à Sony, qui était complètement novice à l'époque dans cette industrie du jeu vidéo, de s'imposer quand même, il faut le saluer, face à des géants comme Nintendo, comme Sega aussi. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, en fait, ils ont voulu convertir un petit peu ce qui était un échec en un succès. Ils ont senti quand même que c'était un secteur en pleine expansion. Et donc, forcément, ils ont sauté sur l'occasion. Ils se sont dit, bon, nous, on l'a développé, ce lecteur de CD-ROM. On est quand même vachement spécialisé sur le sujet, alors que Nintendo, eux, ils étaient quand même sur les cartouches, essentiellement. Bon, l'opportunité était là, donc ils y sont allés. Effectivement, le CD-ROM, ça leur a permis de proposer aux utilisateurs et aux développeurs plus de stockage, une meilleure qualité en termes de graphisme et de narration. Déjà, ça a été, je pense, la recette du succès. Et puis après, il y a eu aussi des questions de marketing, avec un marketing ciblé très ado, jeunes adultes, là où Nintendo avait un marketing un peu moins agressif, j'ai envie de dire. Et puis aussi, ce qui a fait quand même leur succès, c'est que contrairement à Nintendo qui a une politique très restrictive avec les développeurs, en fait Sony, eux, avaient plutôt tendance en fait à ouvrir les partenariats aux développeurs en proposant des kits assez simples d'utilisation, ce qui leur a permis en fait d'agréger un nombre de personnes derrière eux. Bien et sûr. Puis aussi de se créer une base de fans plus importante puisqu'ils avaient des jeux, plus de jeux finalement que Nintendo a proposé. C'était le fameux trade-off entre open source et closed source qu'on a encore aujourd'hui avec l'IA. Tout un tas de domaines, effectivement, dans tout un tas de domaines. La PlayStation, ça a aussi été la première qui a introduit la 3D dans les jeux vidéo sur une console, en tout cas, un véritable saut technologique par rapport aux jeux 2D de l'époque. Ça a joué un vrai rôle, selon vous, Alexandre, justement, dans le succès initial de la console ? Complètement. Ouais. Ce qui est complètement légitime et normal parce que quand on joue, alors moi c'est pas mon époque, mais quand on jouait à l'époque à Mario ou autre, c'était en 2D, c'était des images assez pixelisées. Oui. Ça posait de problème à personne parce qu'on n'avait pas vu autre chose auparavant. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on met de la 3D, de la narration, quand on a aussi des cinématiques dans les jeux vidéo, donc des moments qui sont beaucoup plus scénarisés, ça apporte tout de suite beaucoup plus de poids au jeu en lui-même, et c'est ce qui s'est passé. Donc, clairement, ils ont posé les bases du gaming moderne avec PlayStation. C'est quoi votre jeu préféré, Lisa ? Vous jouez un petit peu ? Oula. Écoutez, j'aime bien Tomb Raider. Ouais. Voilà, j'aime bien aussi Crash Bandicoot, qui a été la mascotte sur cette première année justement de PlayStation. D'accord.
Et vous, Alexandre? Moi, je suis quelqu'un de très classique, je joue à FIFA. Ah, évidemment, est-ce qu'on devait s'en douter? Attendez, je parle sur du rétro, hein. Si on part sur autre chose, je suis plus Zelda, Mario. Ça fait partie justement des jeux emblématiques qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo. Oui, effectivement, on va sur l'un des jeux les plus importants, celui qui a été le plus vendu. On a Gran Turismo qui était sorti en 97, donc sur les courses auto, et qui a été vendu à 4 millions d'exemplaires. Et d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est Final Fantasy VII qui a été le plus vendu avec 10 millions d'exemplaires. D'accord. Mais Gran Turismo, effectivement, qui a complètement révolutionné le jeu auto. Final Fantasy, donc, qui aussi a révolutionné avec le côté un peu scénario épique, une bande-son assez exceptionnelle qui, à l'époque, avait fait grand bruit. Bon, ils ont eu tout un tas de succès, hein, très honnêtement, avec cette première console. GTA aussi. Ouais, on pourrait en parler très longtemps. Aïe, 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 on pourrait en aïe. donner des dizaines. Bon. On va s'arrêter là en tout cas parce qu'il est temps de rendre l'antenne. Mais on rappelle que la PlayStation a été la première console à franchir le cap des 100 millions d'unités vendues. Rien que ça fait 30 ans. Et puis je pense que c'est parti pour bien continuer. En tout cas, je ne sais pas si vous serez encore là pendant 30 ans pour faire le cap des 60 ans. Mais on va continuer à parler au cours des prochains mois et des prochaines années. Merci à tous les deux. En tout cas, Alexandre Azria, fondateur de Le Croissant AI, d'être toujours là parmi nous chaque semaine. Merci à vous aussi, Lisa, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme tous les jours, bien sûr, toujours sur School TV, toujours dans l'école du futur. On se donne rendez-vous demain dès 12h30. Et d'ici là, passez une très bonne journée.